Oui, vous vous rappelez, Stone et Chardin, il y a du soleil sur la France et tout le reste n'a aucune importance. Alors vraiment, la France Orange Mécanique, la France Big Brother, la France interdite, on en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Laurent Oberton, auteur du livre « La France interdite, la vérité sur l'immigration », publié aux éditions Ring. Alors Laurent Oberton, je veux dire que je suis heureux de vous accueillir, parce que quel que soit ce qu'on peut penser sur votre thèse, être pour, être contre, hurler à la mort, ou au contraire applaudir à grands cris, au moins vous ne faites pas des pamphlets d'indignation. Vous allez à la base, vous allez à l'information, vous allez aux chiffres. Je me rappelle très bien de la France Orange Mécanique, où vous n'étiez absolument pas connu à l'époque. Quand je l'ai reçu, là, paru déjà aux éditions Ring, j'ai été frappé d'une chose. Je me dis, mais pourquoi les journalistes font pas ça ? Si les journalistes d'investigation faisaient leur boulot, ils auraient fait ce que vous faites, c'est-à-dire commencer à recenser toute la presse nationale, régionale, locale, et dire voilà ce qui se passe. Et en fait, pourquoi ? Et je sais bien, et d'ailleurs pour ce livre qui vient de paraître, La France interdite, toujours aux éditions Ring, c'est la même chose. Pourquoi on vous en veut à mort ? C'est parce que vous ne vous contentez pas d'indignation, vous prenez les chiffres, vous prenez le temps d'étudier, vous prenez le temps de travailler, de bosser, et justement, vous montrez les chiffres, et les chiffres sont assez implacables. Et justement, parlons de La France interdite qui vient de paraître, et il y a eu ce matin, j'en parlais dans Berkoff dans tous ses états, encore une pétition d'accueil, les migrants, on ne peut plus, vous voyez, il disait, voilà, le flux est absolument, ce que vous dites dans votre livre, le flux est absolument inexorable, on ne peut rien faire, il faut accepter, au contraire, et alors toujours, évidemment, c'est cette extrême droite lamentable. Au-delà des étiquettes, alors je voulais vous demander, parce que vous dites quelque chose de très fort, vous dites en fait, dans La France interdite, vous dites le problème central, vital et viral, c'est le flux migratoire, c'est l'immigration. Exactement. Et sur ce sujet, c'est vrai que déjà, il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire que soit on est contre, soit on est pour. En France, c'est comme ça. Le sujet était tellement émotionnalisé, si on va utiliser un terme un peu affreux, que on est obligé aujourd'hui soit de trouver que l'immigration est formidable et que les migrants vont nous enrichir et qu'il faut les accueillir à l'infini, ou on a l'impression que la seule alternative, c'est en gros, on tire sur les bateaux et on les rejette tous à la mer. C'est Jean Raspail. C'est Jean Raspail, voilà. C'est un sujet vraiment où il est extrêmement difficile d'aller au fait, parce qu'il y a des barrières émotionnelles, parce que personne ne veut finalement voir la réalité de ces chiffres, et qui sont pourtant faciles à trouver, quand, pour autant faut-il le vouloir. Et c'est ce que je dis dans ce livre, et je montre que si on continue comme ça à s'invectiver d'un camp à l'autre, sans jamais poser les faits sur la table, ce débat n'avancera jamais et n'a aucune chance d'être résolu. Et nous n'avons aucune chance de passer par-delà cette fracture morale qui semble diviser la France en deux camps. Alors justement, Laurent Oberton, mettons les choses sur la table, les chiffres et les faits sur la table. Et on va pas, évidemment, il nous faudrait des heures, et il faut lire votre livre pour le voir, mais l'état des lieux, c'est quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a donc ce livre résume à peu près toute la problématique. C'est-à-dire déjà, vous avez la problématique chiffrée, c'est-à-dire concrètement, les Français veulent savoir aujourd'hui combien il y a d'immigrés dans leur pays, combien il y a de descendants d'immigrés dans leur pays. Est-ce que, oui ou non, leur population change ? Ou est-ce que c'est un fantasme qui est alimenté, comme on l'entend souvent dire, par l'extrême droite ? Ça, c'est le premier point. Ensuite, quelles sont les conséquences concrètes de cette immigration dans le quotidien des Français ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vrai que l'immigration est essentielle et indispensable à l'économie ? Est-ce que socialement, ça n'a absolument aucun impact, aucune importance ? Est-ce que l'insécurité ou non a un lien ou pas avec l'immigration ? Donc voilà, j'essaie de vraiment faire le tour complet de la question pour que le sujet soit définitivement bouclé. Vous l'avez fait. Mais alors, justement, rentrons un peu dans le détail.
on va vous dire, mais écoutez, il y a énormément d'immigrés qui sont français, qui se sentent français, qui sont venus d'un peu partout. La terre a été toujours, d'ailleurs, terre de migration, mais surtout, sans entrer dans le toujours ou pas toujours, il y a beaucoup qui se sentent effectivement français. Et alors, comment vous mettez en question l'immigration? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? C'est-à-dire, comment vous... Justement, en regardant les chiffres, et je sais que vous n'avez pris les chiffres que dans les organismes officiels, vous n'avez pas... Alors, déjà, j'évite d'individualiser la question. Parce que c'est par exemple, si je fais le constat que les retraites coûtent cher, ça veut pas dire que j'incite à la haine contre les retraités, par exemple. Je dis simplement, l'immigration, aujourd'hui, coûte cher, économiquement, socialement, j'en fais la démonstration. Je pense que ça coûte cher parce que notre système d'immigration n'est pas bon, que cette immigration n'est pas la bonne. Parce qu'effectivement, on a eu recours par le passé la France a toujours eu recours à l'immigration, comme la plupart des pays d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on est face à une immigration qui est une immigration qu'on appelle de quantité. De masse. De masse. Oui. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des qualités particulières aux individus. Le but semble être d'en faire venir un grand nombre pour constituer, je ne sais pas, une armée de consommateurs sans doute. Mais le problème, c'est que ces gens n'ont pas ont un niveau de qualification qui est très inférieur au niveau moyen de qualification des Français ou des immigrés européens. Ça, c'est un fait. Et évidemment... et il y a 6,5 millions de chômeurs en France. Voilà. Le problème, c'est qu'on fait venir des gens qui sont formés, qui devraient... qui sont là pour travailler dans un secteur industriel qui est à l'agonie, qui ne propose plus d'emplois et même qui licencie de manière massive. Donc évidemment, on ajoute au problème en réalité. Peut-être que ça peut contenter les grands patrons, les grands groupes qui, eux, profitent mécaniquement de cette augmentation du nombre de consommateurs. Mais s'ils ont les moyens de consommer, de consommer, mais on leur donne les moyens de consommer, puisque vous savez que la France est un pays, une économie extrêmement administrée, aux aides sociales et à la bienveillance de tous ordres, qui permet aux individus, quand bien même ils n'ont aucun travail, de consommer, de faire partie de cette Alors, cette Laurent machine. Oberton, votre livre donne des chiffres assez stupéfiants. Vous dites qu'on bat des records en matière d'aide, effectivement, aux nouveaux arrivants, aux primo-arrivants, à tout point de vue. C'est exact, ça? La France détient absolument tous les records en la matière. Je liste dans ce livre l'intégralité, le détail de toutes les aides dont bénéficient des individus, qu'ils soient migrants ou non d'ailleurs. Ça ne concerne pas seulement les migrants, mais disons que ça contribue considérablement au phénomène. Les aides sociales de base en France représentent une somme qui est entre 10 et 20 fois supérieure au salaire des pays d'origine de ces immigrés. Donc évidemment, la question ne se pose même pas pour eux. C'est même rentable pour une famille d'envoyer quelques-uns des leurs en France, et ces individus, une fois en France, renverront l'argent des aides sociales ou même l'argent de leur travail. Ils n'investiront pas en France, ils le renverront en Afrique. Il y a des formes d'économie comme ça qui vont se développer. Et évidemment, là, notre pays n'attire plus du tout la qualité, les individus qualifiés qui pourraient tirer le pays vers le haut, mais plutôt des masses qui coûtent très cher. Alors, justement, vous parlez de cela. Alors, au-delà de ça, ça induit, et vous en parlez aussi dans votre livre, je vais parler, la fracture un peu, ce que vous appelez la fracture un peu culturelle, c'est-à-dire culturelle au sens très large du terme. En fait, il y a eu l'immigration européenne, et puis il y a l'immigration, effectivement, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, etc. Et puis asiatique, évidemment, aussi, vous en parlez. Au fond, aujourd'hui, est-ce que la rupture, elle est consommée? Je veux dire, vous savez que François Hollande a parlé de partition, vous en parlez aussi. Certains disent, alors justement, les signataires de ce manifeste, comme d'autres, disent, écoutez, c'est inéluctable, accueillons tout le monde, et comme on dit, Dieu reconnaîtra les siens. Enfin, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Au fond, qu'est-ce que ça induit comme fracture au niveau de territoire, pour la France en particulier, l'Europe en général?
Le fait de faire vivre ensemble des groupes comme ça, culturels, qui ne partagent a priori absolument rien, induit ce qu'on appelle un effondrement du capital social. Donc c'est un sociologue qui s'appelle Robert Putnam qui a conceptualisé ça. Oui. Il s'est aperçu que quand il y avait une cohabitation comme ça, d'ethnies, de groupes d'individus, ce qu'on appelle le capital social s'effondrait. Le capital social, pour vous expliquer simplement, Oui, c'est vas-y. en gros le lien social, c'est-à-dire le degré de confiance mutuelle qui entre les citoyens, ce qui fait la base de la société. C'est-à-dire, est-ce que si moi je fais un effort pour cette société, est-ce que mon concitoyen va me rendre cet effort ? Et là, le problème, c'est quand vous avez comme ça des isolats communautaires qui se créent, c'est que les individus essaient de tirer la couverture à eux. En gros, il y a une compétition. Nous, on veut avoir plus que l'autre quartier, La etc. guerre de tous contre tous. Exactement. comme disait Et l'autre. finalement, le pays va se fragmenter et vous n'aurez plus cette notion de société, de bien collectif. Et ça, c'est vraiment Voilà. devenu indiscutable aujourd'hui. Et ce que vous dites aussi, ce que vous dites, il dit quand on va dans un pays, il faut quand même aussi peut-être essayer d'adopter les règles de ce pays, puisque ce pays le demande ou pas. Alors je crois que nous avons un auditeur. Oui, tout de suite. On accueille Hervé qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Antony. Oui, bonjour Hervé. Oui, bonjour. Oui, je voulais, très intéressant votre conversation, je voulais réagir en tant qu'historien, si vous voulez, parce que vous avez dit une phrase que je ne peux pas laisser passer. Il n'y a pas que vous qui l'a dite d'ailleurs, c'est tout le monde, c'est depuis des années et des années. Vous avez dit depuis la France est depuis toujours un pays d'immigration, mais c'est totalement faux. La France n'est pas un pays d'immigration. Alors, d'immigration récente, oui, vous en avez parlé, hein, surtout au 19e et surtout au 20e, bien évidemment, mais s'il y a eu les grandes invasions, les grandes migrations du 5e au 8e siècle, c'est quelques centaines de milliers de personnes pour une population qui était de plus de 10 millions d'habitants, enfin les ancêtres des Gaulois. Et si vous voulez, entre le 9e et puis le 19e siècle, il n'y a pas eu du tout d'immigration. C'est une population, je suis désolé de le dire, européenne, blanche, etc. Et donc, si vous voulez, quand on discute de ce problème de l'immigration, il y a faut déjà abandonner des le choses qui toujours. sont faussées au départ. Non, mais vous avez raison, mais je crois que c'est Laurent Berton le dit lui-même. Rappelez-le, oui, c'est exactement ce qu'il dit au début de son livre d'ailleurs. C'est vrai que, absolument, quand on regarde les chiffres, depuis peut-être 45 000 ans, hein, comme je le dis dans le livre, les habitants français étaient d'origine européenne. Et c'est très récent, le phénomène de l'immigration extra-européenne, même extra-eurasienne, qui a pris beaucoup d'ampleur dans ces 40, 50 dernières années, à peu près. Je montre par un graphe, justement, l'importance qu'a pris en proportion cette population extra-européenne qui présente une culture très éloignée de la culture européenne, et ce qui accentue considérablement, justement, les difficultés de cohabitation. Voilà. Absolument. On est toujours avec André Berkoff dans tous ses états, même s'il est un peu plus calme en ce moment. On est avec son invité pour le face-à-face, l'écrivain Laurent Oberton, qui nous parle de son livre « La France interdite », publié aux éditions Ring. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff qui est toujours avec son invité Laurent Oberton, auteur du livre « La France interdite » publié aux éditions Ring. Et tout de suite, on accueille Nicole qui veut vous interpeller au 0826 300 300. Bonjour Nicole. Bonjour Monsieur Berkoff. Voilà, je vous ai appelé déjà une fois. Je vous avais dit un jour que j'étais rien du tout. Vous êtes mon porte-parole, Monsieur Berkoff. Vous êtes mon porte-parole. Merci. Voilà. Pour les migrants, moi, voilà, je vais vous dire ce que je pense. J'ai connu une France douce. Bon, eh bien, mais c'est fini. Mais c'est pas grave. Les migrants, moi, je veux bien accueillir. Parce que les pauvres, c'est tout le monde a accueilli les Espagnols. On a accueilli les Polonais, les Italiens. Voilà, tous. Et ça se passait très bien, d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais maintenant, les pauvres gens, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont pas capables de s'en occuper. Pourquoi on en prend tant? C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez sous les ponts, n'importe où. Oui, mais on sait ce qui se passe, justement. Nicole, c'est justement ce dont on parle avec Laurent Oberton, c'est son livre. Je vous le recommande d'ailleurs, parce que son livre est entièrement sur ce problème. Et lui, il en parle chiffre à l'appui, et pas seulement chiffre à l'appui, constat à l'appui. Laurent Berton, je voulais vous demander, hier soir, hein, comme par hasard, la France Orange Mécanique, maintenant, c'est quotidien, hein, ce n'est plus hebdomadaire. Juste à Angoulême, un bus, hier soir, ils ont demandé leur droit de retrait.
30 personnes ont tassé un bus avec des battes de baseball, avec des couteaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui, et on en parle à peine parce que voilà, c'est devenu quotidien. Et justement, en fait, on a l'impression, et on voit que ce soit de manifeste en pétition, on a l'impression d'un sentiment d'impuissance. Oui, d'accord, et vous dites vous-même, en 2050, vous parlez de la démographie, vous parlez de la fertilité, de la fécondité. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disait Boumedienne. On vaincra avec le ventre de nos femmes, etc., etc. Et alors, est-ce que pour vous, au-delà du constat, qui est assez accablant et en tout cas passionnant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, notamment, et ailleurs ? Alors, il y a différentes politiques à adopter. La France, clairement, adopte une politique d'immigration massive. On ne parle pas simplement de l'Aquarius ou des quelques poignées de réfugiés qui font débat, mais on parle de tous les ans des centaines de milliers de titres de séjour qui sont distribués. Centaines de milliers, on est, je crois, à 3 millions de visas, parce que en réalité, l'immigration clandestine, c'est essentiellement celle-là. C'est-à-dire des gens qui viennent légalement avec un titre de séjour et un visa et qui oublient de repartir. En réalité, elle vient de là, l'immigration. C'est pas des individus qui vont forcer les frontières. Ça existe, mais c'est très modeste. Face à ça, donc, on est obligé de constater que c'est l'administration française qui délivre ces titres de séjour et ces visas et qui ne fait pas ce qu'il faut pour sanctionner, par exemple, les fraudeurs au droit d'asile. Le droit d'asile, on a, je sais pas, dans les 70% de demandeurs du droit d'asile qui sont déboutés. Ça veut dire qu'il y a une tentative de fraude massive au droit d'asile. Et comme c'est un principe un peu sacré, on serait peut-être en droit de renvoyer ces gens d'où ils viennent assez fermement. Et on constate dans les faits que ce n'est pas le cas. Vous avez à peine 10% des individus déboutés qui sont réellement expulsés. Donc à partir de là... 10%. Voilà, donc il y a une politique qui est comme ça. Alors peut-être que je ne suis pas sûr que ça enchante nos compatriotes, puisque à peu près 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays. Donc à partir de là, on peut changer de politique. Parce que c'est un des grands arguments des défenseurs de l'immigration, c'est de dire on ne peut rien faire, l'immigration est un phénomène naturel, inéluctable, c'est plié, les gens sont mobiles, c'est comme ça. Circuler, rien à voir. Voilà, alors qu'en réalité, on prend par exemple le Japon, l'Australie ou la Hongrie, qui ont des politiques restrictives très fermes en matière d'immigration, et on constate le résultat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, eux, à faire face à ces vagues d'immigration clandestine. Et donc, on peut tout à fait gérer son immigration. Ça, c'est une vérité absolue. Mais simplement, on ne veut pas le faire. Et à votre avis, justement, on ne veut pas le faire pourquoi ? Par angélisme, par idéologie, pourquoi ? Parce que, vous voyez, il y a la réponse marxiste. On veut les amener pour avoir des gens consommateurs et surtout que le capital pourra utiliser à très bas prix. Ou bien parce que, voilà, accueillons tout le monde. Il faut en prendre sa part. Vous savez, la misère du monde, cher à Rocard, etc. Je dirais qu'il y a une combinaison de facteurs. C'est-à-dire que les individus en France qui sont les décideurs, qui sont les leaders d'opinion, c'est-à-dire ceux qui ont pignon sur les grands médias, qui sont invités systématiquement pour donner leur avis, ceux-là, très, très majoritairement, pensent que l'immigration est une chance pour la France. Donc, c'est-à-dire que 75% des Français qui pensent le contraire, eux, n'ont pas accès à cette expression-là. Ils ne sont pas représentés. Et ça pose le problème, bien au-delà de l'immigration. Ce livre est un peu le procès de notre démocratie. Parce que là, il y a un problème. Ça fait des années et des années que dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français expliquent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays, qu'ils sont contre l'immigration, que c'est pas possible, qu'il y en a trop, et qu'ils sont extrêmement inquiets pour leur avenir. Et cette classe dominante, on va dire, en tout cas celle qui a l'oreille du pouvoir, tient un discours diamétralement opposé et même menaçant. C'est-à-dire que le Français, non seulement il est inquiet, mais en plus, il est un peu criminel de s'inquiéter. C'est-à-dire, ça nous rappelle on le culpabilise extrêmement. S'il s'inquiète, c'est qu'il est vraiment dans la dérive. C'est suspect, et donc on l'amalgame aux heures les plus sombres de l'histoire, etc. On connaît ça par cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat n'a pas lieu, le débat est interdit, c'est le titre de mon livre, La France interdite, pour montrer que le problème est avant tout celui-là. C'est-à-dire que le peuple ne parvient pas à se faire respecter, ne parvient pas à faire appliquer sa souveraineté, et se résigne, quelque part, à l'abandonner à ses décideurs.
Oui, c'est tout le problème, effectivement, et c'est ce que vous appelez les décideurs, vous les appelez l'amicale de la diversité. C'est ça, hein, un peu quand même. Et par rapport à cela, justement, est-ce que vous pensez que il va y avoir les élections européennes bientôt, c'est pas pour parler politique au sens du terme, au sens étroit du terme, mais est-ce que vous pensez, vous, que vous parlez justement souveraineté? Le réveil est possible ou pas? Vous, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, vous en pensez quoi? Alors, il y a une vague électorale, on va dire, déjà, qu'on constate en Europe, hein, on constate en Italie, en Allemagne, etc. C'est toujours un peu le même phénomène, hein, l'élection de Trump, le Brexit. On retrouve toujours le même électorat, c'est-à-dire l'électorat un peu déclassé, périphérique, populaire, les petits blancs, comme on dit, qui vont voter massivement contre le Brexit, contre la mondialisation, pour Trump, contre l'immigration, contre cette classe mondialisée, etc. Et de l'autre côté, les élites qui ont un avis exactement opposé. Donc, on retrouve cet affrontement. Le citoyen qui est intimidé par cette puissance de feu médiatique se sent un peu comme une sardine dans le banc de sardines, si vous voulez. Je pense qu'il y a une attente que le banc de sardines tourne, assume ses idées, parle à visage découvert, n'ait plus peur de ses opinions. Mais en attendant, ça ne doit pas être moi qui vais faire le premier ce grand virage. Donc il y a cette espèce de... Et il y a quand même ce conditionnement pernicieux, médiatique, qui laisse penser que si jamais des populistes arrivaient au pouvoir dans tel ou tel pays, ce serait la guerre, la régression et un massacre épouvantable. C'est une stratégie d'intimidation. Alors justement, Laurent Berton, je voudrais parler de vous, c'est intéressant, parce que depuis la France Orange Mécanique, on ne peut pas dire que vous avez une couverture médiatique hallucinante. Vous en avez eu, enfin franchement, par rapport à d'autres, et vous avez à chaque fois, et vous avez écrit un livre d'ailleurs, j'espère pas prémonitoire, mais très intéressant, je pense à Guérilla, justement, que j'ai lu et qui rappelle quand même, quand on le relit aujourd'hui, un certain nombre de scènes qu'on voit, justement, Angoulême et ailleurs. Alors, le fait que vous ayez, vous, quand même, beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui vous suivent, justement, en dépit d'une couverture médiatique relativement réduite, c'est un signe, quand même, pour vous? Moi, je pense que cette France que je dépeins, qui est un peu la France clandestine, mais qui est pourtant majoritaire, a besoin de retrouver la confirmation qu'elle existe, la confirmation d'elle-même, notamment dans la voie médiatique, dans la voie éditoriale. Elle a besoin d'exister, de sentir qu'elle n'est pas complètement en train de devenir folle et seule dans son coin. Et donc, à partir du moment où elle trouve ce qu'on pourrait appeler des porte-paroles, évidemment, elle va s'en saisir, elle va le partager, elle va en parler. Et donc, vous avez, encore une fois, ce milieu médiatique qui est prescripteur et qui a ses stars, qui a ses écrivains, ses journalistes. Et de l'autre côté, vous avez cette France périphérique qui va chercher des biais d'information alternatives, des livres comme celui-là, les réseaux sociaux, des sites de réinformation, comme on dit, qui cherchent ailleurs sa voix, en fait. Elle cherche tout simplement à retrouver cette représentation qu'elle a perdue. En tout cas, Sud Radio s'inscrit non pas dans un site de réinformation, c'est pas le problème, mais de l'information et de l'information libre. C'est pour ça que nous accueillons effectivement la véritable diversité, d'ailleurs pas la fausse diversité, justement. On a mis la diversité comme un mot valise, on lui a fait faire le trottoir. La diversité, c'est d'abord la diversité des opinions et pas la diversité des idéologies. Merci à vous, André Berkoff. Merci à vous, Laurent Berton. Je rappelle la référence de votre livre, La France interdite, la vérité sur l'immigration, publié aux éditions Ring. Dites-moi, André Berkoff, vous n'avez pas un train à prendre ? Eh oui, je vais entendre siffler le train, je sais. Un train à prendre. Et vous allez où avec ce train, André Berkoff, rappelez-moi? Eh bien, à Marseille, nous allons faire 2 émissions. Vous allez faire 2 émissions. Berkoff dans tous ses états, Phocéen, Sud Radio avec la Provence, en direct de la Foire internationale de Marseille. Ça se passe demain, de midi à 13h, de 13h à 14h. Vous allez prendre votre train avec Céline Alonso, qui vous retrouve justement là-bas, à Marseille, à la Foire internationale de Marseille, en compagnie de la Provence. Vous tous qui écoutez André Berkoff dans tous ses états, dans les Bouches-du-Rhône, vous pouvez le voir en chair et en os. Ça change d'ailleurs de l'entendre, ça fait plaisir aussi de le rencontrer. Et ensuite vous pourrez en profiter de 2 émissions spéciales avec des invités exceptionnels aussi, André Berkoff. Très exceptionnel, Serge Scotto qui a mis Marcel Pagnol en bande dessinée. Voilà. C'est formidable. Et nous allons voir Valérie Toragnan qui va parler de l'Arménie. Magnifique émission. Formidable. On est ravis, on est pressés de vous voir, chers amis qui nous écoutez à Marseillais. À suivre sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pissis.